Alors, bienvenue dans cette session inaugurale qui non seulement donne le coup d'envoi de ces rencontres, mais va nous permettre aussi de poser les termes de ce débat d'une actualité brûlante, comme n'a pas manqué de le souligner en toute modestie Jean-Hervé Lorenzi, ce débat qui va donc nous occuper pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'un pays dans le monde d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'une nation dans la mondialisation? Jean Pisani-Ferry, pour le Cercle des économistes, va commencer par cadrer le débat. Puis, nous écouterons 3 personnalités différentes, venues d'horizons politiques, intellectuels et géographiques différents. Marcel Gauchet, philosophe et historien, que vous connaissez bien sûr, qui a consacré plusieurs ouvrages à ces questions. Ouidet Bouchamaoui, président de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat et qui, avec le quartet tunisien du dialogue national, a obtenu le prix Nobel de la paix l'an dernier. Et puis Mamphela Ramphele, l'une des grandes figures du mouvement anti-apartheid de la nation sud-africaine et ancienne directrice générale de la Banque mondiale. Donc il y a une expérience aussi de la mondialisation. Voilà, donc après Jean Pisani-Ferry, chacun exprimera sa vision de cette question en 7 minutes, puis nous vous donnerons la parole pour un échange avec vous. Jean, c'est à toi. Merci Sylvie. La nation, ce n'est pas simplement celle qui se défait, qui se rebelle sous nos yeux, le Royaume-Uni qui se divise, c'est aussi celle qui se construit en Afrique du Sud, dans une tentative très difficile, presque unique, de dépasser les clivages ethniques, de dépasser les clivages sociaux pour construire une nation. C'est aussi celle qui se bat en Tunisie, qui se bat contre un islamisme conquérant qui veut dénier aux collectivités nationales le droit de faire leur propre constitution, le droit d'établir leur législation dans le respect de la diversité des communautés qui les composent. Et donc, c'est ça notre thème. Et il est significatif que le Cercle ait choisi le thème du pays, ou disons-le, le thème de la nation, pour les rencontres de cette année. Pourquoi ? Parce que le Cercle n'a pas beaucoup d'adhérence avec le thème de la nation. Si vous prenez toutes les discussions qui se sont tenues ici au fil des années, nous n'avons jamais manqué de mettre l'accent sur la coordination internationale, sur la gouvernance mondiale. Nous avons toujours plaidé pour la construction de l'Europe et nous incarnons véritablement ce que les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Leave détestent. Michael Gove, qui est candidat au poste de Premier ministre après avoir été l'un des dirigeants de la campagne du Leave, l'a dit clairement, « People in this country have had enough of experts. And we are the experts. » Et nous ne sommes pas repentis. Nous ne sommes pas repentis parce que nous pensons que la lutte contre le changement climatique, ce que le président Obama a qualifié de la plus grande menace pour nous, pour nos sociétés, appelle davantage de coopération internationale et davantage de limitation à la souveraineté des États. Nous pensons que la globalisation économique et financière doit être régulée. Jean-Hervé l'a dit. Il faut des instances plus fortes et plus légitimes. Et nous pensons qu'il en va de même des pandémies, des migrations, enfin de toutes sortes de problèmes qui appellent de l'action collective. Et nous voyons pour autant les limites de cette marche vers la gouvernance internationale. Nous voyons les échecs européens, nous voyons l'échec de la paix aux frontières, nous voyons l'échec actuel de la prospérité à l'intérieur. Nous voyons très bien combien l'intégration sans politique d'accompagnement n'est pas soutenable. Pour paraphraser De Gaulle, nous avons mené des politiques autour du thème « l'efficacité d'abord, l'équité suivra ». Eh bien, ce que nous voyons, c'est que ça ne marche pas. Et donc, là, il y a besoin de repenser un certain nombre d'éléments de cette intégration internationale. Et puis, nous voyons qu'autour de nous, nous avons les États-Unis, la Chine, l'Inde, des nations qui sont extrêmement sourcilleuses sur leur souveraineté.
Et donc le but de cette table ronde et le but de ces rencontres de manière générale, c'est de mettre ces questions sur la table, de les disséquer, de constater le retour de la question nationale, quoi qu'on en pense, de constater la tension croissante entre ce retour du national et la montée continue et même l'accentuation de la dimension globale d'un certain nombre de problèmes, et de nous interroger surtout, et je crois que ça c'est vraiment le cœur de ce que nous allons faire dans ce panel, c'est nous interroger sur ce que sont les nations aujourd'hui. Alors Marcel Gauchet, dans son dernier livre, nous dit, Comprendre le malheur français, nous dit que les nations ont muté, que ce ne sont plus ces grands fauves prédateurs que nous connaissions, qu'elles sont devenues des animaux paisibles, qui n'aspirent qu'à brouter paisiblement leur propre champ. Je dois dire que quand je lis les tabloïds anglais, quand j'écoute Viktor Orban, quand j'écoute Donald Trump, j'ai du mal à y croire. Et donc je pense qu'il faut que nous nous interrogions effectivement sur ce qu'est le fait national et quelles sont ses expressions. Je veux dire que j'ai même du mal à croire que Xi Jinping et Narendra Modi se sont mutés en des espèces de ruminants. Merci beaucoup, Jean. Donc, Marcel Gauchet, je crois que vous êtes mis au défi. Relevez-le en 7 minutes. Personnellement, je n'aurais pas adopté la métaphore bovine. J'aurais d'autres parallèles dans la sphère animale, mais là n'est pas le sujet. Ce que je voudrais vous proposer en 7 minutes, pour traiter juste ce qui sera la question du siècle, j'admire le sens de l'efficacité du cercle des économistes. C'est la méthode Lorenzi. Je voudrais vous proposer un cadre très général d'interprétation à l'intérieur duquel nous pouvons loger ensuite les questions spécifiques qui nous intéressent. Et bien évidemment que les deux personnes éminentes qui sont à ma gauche auront à apporter sur le fait national un éclairage bien éloigné de celui qui est le nôtre en Europe. La nation, c'est aussi, on le voit en Tunisie, ce qui permet, exception dans le monde arabo-musulman, au jour d'aujourd'hui, une construction démocratique. Et c'est aussi ce qui permet, dans le cas de la République sud-africaine, une intégration par-delà ce clivage de race qui a été l'abomination de ce régime pendant des décennies. Pour nous, Européens, c'est très différent. QCM, pour l'Européen moyen, qu'est-ce qu'un pays? Première réponse, rien. Deuxième réponse, pas grand-chose. Troisième réponse, de moins en moins. Eh bien, précisément, si nous en restons là, nous, Européens, nous n'irons pas loin. Et nous n'irons pas loin dans le monde où nous sommes parce que dans la perception de la très confuse, et nous sommes en pleine confusion de tous les côtés, dans la perception confuse de la base, c'est le sentiment que ce discours-là ne permet pas à l'Europe de se tailler une place dans le monde tel qu'il est, parce qu'il est très différent. Il est très différent, entre autres choses, parce qu'il repose sur des organisations politiques dont nous autres Européens avons perdu le contact, que nous nous sommes évacués dans l'irréalité. Il y a du vraisemblable dans ce discours. À première vue, la globalisation économique et financière va contre les États-nations, elle les limite leurs prérogatives, elle tend à les marginaliser. Mais il faut observer d'abord que cette évolution n'est pas un produit de la nature, mais le produit d'un choix effectué à un moment donné par les responsables de ces États. Et le choix de la faiblesse est rarement le choix politique qui s'impose en premier chef. Il y a donc lieu de se poser quelques questions. Et surtout, la question qu'il faut se poser est ce qui a permis cette inflexion spectaculaire. Qu'est-ce qui a rendu possible la globalisation ? À un premier niveau, la réponse, vous la connaissez tous, c'est la technique. La technique, la communication, les transports. Je n'y insiste pas. Et c'est sûr.
Mais encore, ce qui a permis la globalisation, ce sont l'existence d'espaces sociaux normés, juridisés, sécurisés, institutionnalisés. Bref, une organisation sous-jacente qui n'est pas dans la nature. Pour résumer la chose d'une thèse, la globalisation repose sur une infrastructure politique constituée par les États-nations. C'est le premier élément de réponse à apporter à la question « Qu'est-ce qu'un pays dans le monde d'aujourd'hui ?» Une unité politique de base en mesure d'assurer à son échelle cette mise en relation des parties du globe moyennant un certain aménagement de l'espace collectif. C'est ce que j'aurais aimé avoir le temps de développer. Je ne l'ai pas, je pense donc tout de suite plus loin. Mais il faut préciser cette notion de pays en parlant de cette forme politique bien définie qu'est l'État-nation. Non pas la nation, l'État-nation. Les deux termes indissociables, un type de pouvoir bien défini, un type de communauté politique bien déterminée. Les deux termes, quand on parle nation tout seul, on est dans l'incompréhension de ce dont il s'agit. Cette forme État-nation est le creuset de l'invention européenne, de la modernité, aujourd'hui généralisée à l'échelle du globe. C'est une situation remarquable qui est le trait politique de la mondialisation. Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'espace planétaire est saturé par son découpage en unités politiques, toutes comparables dans leurs principes, dont la règle première est qu'elles ne peuvent être absorbées ou englobées par une autre. J'ai bien dit dans le principe. En pratique, pas forcément. Mais nous avons le principe pour nous opposer à la pratique. Tout est là. Cela m'amène à une thèse supplémentaire sur l'essence politique du phénomène. La globalisation est liée, elle est le fruit de la désimpérialisation du globe. Elle n'arrive pas, pour me contenter d'une séquence historique trop sommaire qu'il faudrait davantage développer, elle n'arrive pas par hasard dans la foulée de la décolonisation. Il y a un enchaînement du grand processus de décolonisation au processus de mondialisation économique et financière qui s'est développé à partir du milieu des années 70 à peu près. C'est en quoi notre mondialisation actuelle est aux antipodes de la première mondialisation, dans la rigueur du terme, la mondialisation impérialiste de la fin 19e, début 20e siècle. Elle en est exactement l'inverse. À l'opposé de l'unification par la domination, la nôtre de mondialisation crée un monde tendanciellement polycentrique qui relativise toutes les logiques de puissance, même s'il ne les annule pas, un monde à base d'indépendance des sociétés civiles par rapport aux États et de mise en relation concurrentielle de ces sociétés civiles au point de pouvoir faire croire à la disparition tendancielle du politique derrière ces circulations, alors qu'il en est le socle. Derrière la globalisation, sous elle, il y a une métamorphose de l'État-nation qui l'a vidé de sa dimension impériale, qui continuait de l'habiter par héritage. Cette métamorphose a été poussée le plus loin en Europe, parce que c'est là que l'État-nation a ses racines les plus anciennes. En même temps, cette métamorphose donne le ton à l'échelle du globe.
Et au fond, nous avons là les deux paramètres qu'il faut tenir ensemble pour comprendre la géopolitique actuelle et ses dynamiques multiples. Un cadre globalisé dont on peut dire qu'il est la projection idéale de la norme européenne et une réalité multiforme tenant compte d'héritages historiques de tous ordres qui est à la source des tensions et des divisions qui traversent le globe aujourd'hui. Je crois que nous avons là les premiers pas d'une intelligibilité de l'organisation politique du monde tel qu'il est. Nous aurons l'occasion d'approfondir la chose, j'en suis sûr, avec ce qui va suivre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup Marcel Gauchet pour avoir amputé, je crois, votre présentation pour laisser la place aux autres orateurs, mais nous aurons l'occasion effectivement d'approfondir ces thèses dans le débat. Ouidet Bouchamaoui, je vais vous donner la parole pour que vous nous donniez une idée de l'expérience tunisienne de cette nation. Merci. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord, si vous le permettez, remercier le Cercle des économistes de l'opportunité qu'il m'offre aujourd'hui pour être des vôtres dans ce magnifique cadre des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je saisis cette occasion pour féliciter le Cercle, ses membres et ses partenaires pour la constance de cet événement et la cadence de son organisation avec des thématiques d'une actualité toujours brûlante. L'édition de cette année n'a pas échappé à la règle et les récentes évolutions confirment cette vocation et apporteront, j'en suis certaine, davantage d'ingrédients à nos débats et à nos échanges au cours de ces 3 journées. Je voudrais également vous exprimer du fond du cœur toute ma reconnaissance pour les marques de sympathie que tous ceux que j'ai pu rencontrer ont témoigné à mon pays, la Tunisie. J'en suis très touchée. Mesdames, Messieurs, globalisation, internationalisation, compétition et groupement, croissance et bien-être, démocratie et paix, ouverture et sécurité, intégration et autonomie, solidarité et isolement, développement et pauvreté seront sans doute des termes qui reviendront souvent dans nos propos, tant ils envahissent notre quotidien et nous interpellent sur des questions de fond, d'arbitrage et du choix. Dans chacun de nos pays, qu'il soit grand ou petit, riche ou pauvre, puissant ou faible, la question est encore plus profonde avec les enjeux que tout un chacun pourrait imaginer. Et quand il s'agit de concilier entre les impératifs du développement et du bien-être, de la croissance et de l'emploi, des libertés fondamentales et du respect de la loi, de l'exercice de la démocratie et du maintien de l'ordre public, l'entreprise est encore plus complexe, notamment dans les pays où la hiérarchisation des priorités est de mise. C'est dire toute la singularité de la démarche pour chaque pays en partant de la situation qui est la sienne que d'apporter les éléments de réponse au moment qu'il faut et espérer s'assurer de la plus large adhésion possible de ces parties prenantes. Évidemment, et j'en conviens, qu'en temps normal, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais il y a des moments dans l'histoire des pays, des nations et de l'humanité où il faut trancher dans un sens ou dans un autre pour que les décisions aient une portée, une dimension et un sens. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de partager avec vous l'expérience de mon pays, la Tunisie, qui se bat depuis 6 ans pour asseoir un système démocratique, répondre à des pressions sociales quotidiennes, lutter contre le danger terroriste et relancer une situation économique asphyxiée par une atmosphère générale de doute et d'incertitude. Depuis 2011, les Tunisiens sont dans la rue pour exiger la liberté et la dignité dans un pays qui réalise une croissance économique moyenne de 6% pendant des années. C'est la révolution du 14 janvier 2011 et le début de ce qu'on appellera désormais le printemps arabe.
adhésion de la majorité des Tunisiens et sympathie de la communauté internationale semblaient assurer à cette transition toutes les chances de succès. Depuis 2013, tensions sociales, détérioration de la situation économique, crise politique, assassinat politique, risque de division et de dérive, c'est l'impasse. Il fallait sauver le pays d'un désastre annoncé et dans un sursaut de citoyenneté, de responsabilité et de patriotisme, l'UTICA, que j'ai l'honneur de présider, l'UJT, le syndicat ouvrier, l'Ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l'homme ont décidé d'agir ensemble dans ce qu'on avait alors appelé la tentative de la dernière chance. Certains d'entre vous ont probablement eu des échos sur les évolutions qui ont suivi, celles-là même qui ont conduit à la genèse du dialogue national, au processus qu'il a déclenché, à la méthode qu'il a adoptée et enfin au résultat qu'il a obtenu. Ce concept si original soit-il est parti d'une idée assez simple sur le fond. Face à une impasse politique due en grande partie au manque d'expérience et de maturité chez une certaine classe politique, les organisations de la société civile que nous sommes confrontés par une longue histoire et soutenues par de larges franges de la population, ont abouti au même diagnostic de la situation. Pour simplifier, la situation était caractérisée par une stérilité du débat politique, des tensions sociales de toutes parts, une morosité de la situation économique et un assombrissement des perspectives pour une immense majorité des Tunisiens. Il fallait donc redonner espoir aux Tunisiens et les rassurer sur les chances de transition politique de leur pays et de l'avenir de la démocratie naissante pour laquelle ils ont payé un lourd tribut. Mais ceci passait impérativement par l'implication et l'adhésion de l'ensemble des forces politiques en place autour d'une feuille de route avec un plan d'action clairement défini et un échéancier établi avec l'accord de toutes les parties concernées. Sur ce principe commence alors un travail de fourmi auquel se sont astreintes nos 4 organisations pour convaincre les différentes parties prenantes, renouer le contact avec elles et surtout les mobiliser autour du seul choix du consensus. La mission n'était pas facile, qu'on sait qu'il fallait rapprocher les concessions de la légitimité à la rationalisation des exigences face à des interlocuteurs nourris par des logiques différentes, voire opposées. Mais au bout d'un marathon de réunions de pédagogie et d'explications et d'interminables discussions en coulisses, le sens de la responsabilité et devoir citoyen auront prévalu sur les calculs politiciens partisans. La démarche soutenue par une large partie de l'opinion publique et encouragée de toutes parts par les amis de la Tunisie ne pouvait espérer un meilleur dénouement que la signature de la feuille de route par l'ensemble des acteurs politiques. Cette expérience inédite n'aura pas eu le succès que le monde lui a reconnu par l'attribution du prix Nobel de la paix 2015 sans la cohérence du discours des 4 parrains du dialogue national et précisément de la vision commune de l'UTICA et de l'UJT quant à la gravité de la situation et la seule et unique issue du dialogue pour dépasser les clivages et les tiraillements politiques. Ce message aurait été un signal fort aux différents protagonistes d'abord et l'opinion publique de manière plus générale. Il n'a pas manqué non plus de réconcilier les Tunisiens entre eux et de les mobiliser autour d'une seule et unique priorité, le pays d'abord, les partis ensuite et enfin les personnes. Cette prise de conscience a ainsi marginalisé toutes les convoitises du pouvoir et relégué au second plan les clivages politiques, les égos personnels et les pressions extérieures. Mais ce processus aura été inachevé sans l'engagement total de l'ensemble des intervenants quant à son application dans les termes et dans les délais. Comme il faut que le temps... Bon. Là, c'est juste... Je sais qu'il y a encore beaucoup à dire sur l'expérience tunisienne. Juste pour dire que la Tunisie, aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Donc, il est au premier front pour nous de combattre le terrorisme,
dans un environnement régional particulièrement contraignant. Il est sous la pression permanente d'une jeunesse formée dans toutes les disciplines et exige la libération de son énergie dans un nouveau projet de société pour la Tunisie. Ce pays, la Tunisie, entretient encore des lueurs d'espoir pour que cette vague de liberté, saluée par le monde entier il y a plus de 5 ans, ne tourne au cauchemar dans la région et même au-delà. Ce pays, la Tunisie, lieu de brassage de civilisation et terre de rencontre des peuples de tous bords, a donné au monde ce qu'elle a. Dans toute son histoire durant, malgré toute sa bonne volonté, elle serait incapable de résister encore longtemps au fléau du terrorisme, à la menace de l'extrémisme et au péril du sous-développement. Elle s'attend à ce que le monde lui tende la main. Elle en a terriblement besoin. Merci. Merci. Merci, Ouidet Bouchamaoui. Mamfela Ramfele, the floor is yours. Good afternoon, and thank you very much for inviting me to this beautiful part of France. I seem to have brought the African sun with me, so you must forgive me for the heat. I have a prepared paper, a short paper, which you can look at later on. But I just want to make one preliminary result before talking about the case study of my country, South Africa. And my short answer to the theme of what is or what does a nation state mean today is simply to say it is what we make of it. And despite what has been said about globalization having had an impact on international relations, I want to assert that nation states today, including France and even the EU, are constructs of the old city-state and also the evolution of that city-state to the 20th century nation-states. And so we are not sufficiently taking into consideration the non-linear thinking what that globalization asks of us. And this, if you don't believe it, look at our ancient city walls in terms of borders, models of governance, which are very hierarchical and exclusive. Look at the macroeconomic framework with the so-called free and fair market, which is not free nor fair. Look at the outbreak of diseases and climate change that all require different ways of thinking. So the burden of my argument is that we need to think differently. So what does this mean for South Africa? We are one of the newest democracies, and yet we build that democracy with all its wonderful foundations on a 20th century model of a nation state. And that is undermining the wonderful political settlement that we had in the dying days of the 20th century. We have failed to take into consideration the importance of following or accompanying political settlements with an emotional settlement. Because after all, nation states are about belonging, about sharing a culture, language, customs, and so on. Even though we have a multiplicity of languages, 11 to be exact, official languages, we need the emotional settlement between those who excluded and those who excluded them to be able to forge a true shared view of the future. What we had in the 1990s under the able leadership of Mr. Mandela was an elite pact. We now need to ground that in this dialogue process that we believe, just like in Tunisia, we need to be having, and we have started having. We also need fundamental socio-economic restructuring. You cannot have 300 years of advantage in one group and then simply say, well, now you are free to compete, which is basically what's happening. And of course, those who've had the advantage
of early starts with a lot of education and training remain ahead of the game. And so the question is, what is to be done in South Africa to transform South Africa from a 20th century nation state to a 21st century nation state? First, we need to deal with the past to free it from, to free the future from its grip. And that means acknowledging that superiority and inferiority exist and continue to exist. And as we have seen in the newspapers, there is more and more racism coming through. And second, we need to leverage our youthful population through real quality education and training so that they can become active participants and the creators of the wealth that needs to be shared by all. Third, we need to transform our socio-economic system. If you fly into South Africa, you can tell exactly where black people live and where white people live. That can't be a nation state that can survive the 21st century. We need to reposition South Africa as a thought leader within sub-Saharan Africa to move away from the traditional colonial relations preferences in terms of trading. There is very little intra-Africa trade. There is much more trade between African countries and their former colonial masters. And finally, we need to engage international relations from a position of self-confidence and strength so that we can share the humanity that has made Africa the preferred cradle of humanity those many millennia ago. So let me conclude by saying that we have enough examples showing the limitations of the existing models of the nation state. We need to be bolder at using our knowledge of the globalization process and also the shared view of how we could, in fact, live differently, to reimagine a world that acknowledges the realities of globalization with its benefits, the risks, and boldly redesign the nation state to today's opportunities. The nation state based on the ancient city model is dead. The exciting future awaits 21st century nation state unencumbered by 20th century traditions of exclusive, hierarchical, male-dominated relations. The 21st century nation state would be a place where creativity, innovation, and disruptive technologies drive sustainable, thriving economies and politics for the benefit of humankind. Thank you. Merci beaucoup, Dr Romphele, pour cet éclairage, cette perspective africaine à la nécessaire évolution de l'État-nation. Je vais d'abord demander à Jean Pisani-Ferry de nous dire s'il considère que Marcel Gauchet a relevé son défi et s'il a quelque chose à ajouter à ce qu'ont dit nos trois intervenants. Et ensuite, je donnerai la parole à un étudiant, selon la tradition de ces rencontres économiques, et ensuite à vous dans la salle. Donc, préparez-vous. Merci. Je ne vais pas filer plus loin la métaphore animale, mais je voudrais reprendre ce que disait Marcel Gauchet, qui me paraît très important, sur la comparaison entre la première et la deuxième mondialisation, et le fait de dire que, effectivement, ce n'est pas l'empire qui est l'infrastructure de la deuxième mondialisation, c'est la nation. Et que ça, c'est l'État-nation, plus exactement. Il a raison de souligner la différence. Et ça, me semble-t-il, c'est absolument vrai et c'est fondamental. Alors, il nous dit de là, l'État-nation a été vidé de sa dimension impériale, presque, certainement en Europe, presque partout, pas tout à fait partout, je voudrais en être sûr, mais il n'a pas été vidé de sa dimension xénophobe. Et il me semble que là, il y a quand même quelques difficultés, y compris en Europe, qu'il ne faut pas complètement négliger. On peut avoir l'exaltation de la nation
ça peut conduire à quelques dérives dangereuses dans des États dont les frontières ne correspondent pas exactement aux frontières des nations. Et ça, c'est un problème auquel nous sommes confrontés, y compris aujourd'hui. Et puis, il y a une chose qui me gêne, c'est l'idée qu'au fond, les problèmes, il n'a pas dit, hein, mais c'est un thème qui court, qu'un certain nombre de problèmes viendraient du fait qu'on a trop limité la souveraineté de la nation et que restaurer la souveraineté serait la solution d'un certain nombre de problèmes. Je voudrais prendre un exemple dans le domaine, dans le prolongement de ce que je disais. Les problèmes d'équité et de fiscalité, ce ne sont pas des problèmes de limitation de la souveraineté, ce sont des problèmes d'excès de souveraineté. C'est-à-dire que le sujet fiscal a été considéré comme un sujet qui n'était pas un sujet de coordination internationale. On a eu une alliance en Europe, en particulier, on a eu une alliance des souverainistes, des libéraux extrémistes anti-fiscalité et des petits pays pour ne rien faire dans le domaine de la fiscalité. Et le résultat, c'est qu'on a construit effectivement une situation qui est politiquement insoutenable, où les citoyens, de plus en plus, n'acceptent pas de voir qu'un certain nombre de compagnies échappent à l'impôt, de voir qu'un certain nombre d'individus échappent à l'impôt. Mais ça, ce n'est pas le produit d'un excès d'ouverture ou d'un excès de coordination ou d'un excès de supranationalisme. C'est exactement le contraire. L'Union européenne a été incapable d'agir. Il a fallu que l'OCDE intervienne. Et si on fait des progrès, c'est parce qu'on arrive de nouveau, grâce notamment aux États-Unis, à se coordonner dans ces domaines et à redresser une situation qui était un des éléments d'insoutenabilité de la coexistence d'une intégration économique avec des espaces de décision nationaux. Voilà, donc je voulais faire ce point parce qu'il me semble que c'est utile de rappeler qu'on a quantité de problèmes de désajustement entre l'espace de décision et l'espace pertinent pour la décision, mais que ces désajustements ne sont pas toujours dans le même sens. Merci. Voilà, alors notre étudiant Grégoire Ross, où est-il ? Ah pardon, voilà, donc vous avez la parole pour poser votre question. Bonjour et merci beaucoup pour vos interventions qui chacune à sa façon a été une vraie source d'inspiration et de réflexion pour nous tous. On a parlé de beaucoup de choses et finalement de peu de choses. L'État-nation, la polycentricité du monde, la gouvernance mondiale. Et si je regarde le titre, qu'est-ce qu'un pays ? Et je regarde mon passeport, République française, mais je crois que le constat est aussi vrai pour l'Afrique du Sud et la Tunisie, qui sont trois pays un peu différents des autres, en ce qu'ils se sont illustrés et distingués au premier rang de l'action humaine et citoyenne pour la justice. Et la question est celle des valeurs. Dans un monde où il n'y a plus de apolaire, si l'on veut dire, où les problèmes sont régionaux et mondiaux, les réponses sont donc régionales et mondiales. Est-ce qu'un pays peut encore aujourd'hui, en 2016, être porteur de valeurs ? Voilà, c'est une question simple et en même temps extrêmement profonde. Est-ce que vous voulez y répondre ? Oui, allez-y. Dr. Wamphele. Go ahead. I think values are inherent in human beings, whether they live in France or they live in Africa or they live in Latin America. The issue is what values. We have fundamental human rights values that I think the people post-Second World War agreed upon. And if you look at those values, most people would agree with them because that's what makes us human. And in Africa, there is an expression called Ubuntu, which means your humanness. That humanness, those values embedded in that, have been disrupted by the points that I made today. That when people are poor in the midst of plenty, they are unemployed, they are unskilled, uneducated, they feel excluded, and their humanity is undermined.
So what we missed doing in South Africa in 1994 or post-1994 was to invest in reimagining South Africa as a place where there is no inferior and superior, a place where every child has got access to high-quality education and skilling. And everybody in that kind of context where they feel valued, they actually display values that are common to humanity. And I think it's very dangerous to assume that there is some kind of uniqueness about Europe and its values, because if that's the case, then I fear. Because you are the ones who came to colonize us. That was not a reflection in terms of Ubuntu of what human beings do to other human beings. And I think we should be very careful about trying to create essentialist models. We are all human. We may have different cultures, different customs, but essentially, the one important thing about being a human being is to feel valued, respected, so that you can value and respect others. Thank you. Alors, l'Université des valeurs européennes, est-ce que, Ouidet Bouchamaoui, vous voulez nous donner votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous partagez celui du docteur Moi, je Ramphele? partage totalement ce que disait Madame Ramphele, puisque les valeurs sont universelles, mais il faut savoir comment user de ces valeurs. Tant que nous sommes tous des êtres humains, nous avons les mêmes droits, les mêmes obligations, mais on sent que ces valeurs sont parfois utilisées à mauvais sens. C'est-à-dire que lorsqu'on sent un pays fort, riche, on essaie toujours de considérer l'être comme quelqu'un qui a été toujours colonisé, quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs. Or, ce qui engendre aujourd'hui cette haine, ce qui engendre aujourd'hui ces actes de violence, ces guerres civiles, parce que malgré qu'elles sont sur le papier des valeurs universelles, en réalité et sur le terrain, elles ne sont pas. Donc, moi, je pense que c'est pour avoir un monde, on ne peut pas avoir un monde parfait, mais au moins pour assurer une certaine paix, une certaine... on peut se côtoyer les uns et les autres, il faut qu'on essaie aussi d'adopter les mêmes valeurs un peu partout. Il n'y a pas des valeurs spécifiques. Ces valeurs, elles doivent être adaptées à tous et n'importe où. Voilà. Merci. Marcel Gaucher, les valeurs sont constitutives de la nation? Mais bien sûr. État-nation. État-nation, c'est un État de citoyens, où tout le monde a les mêmes droits, et où il y a un appareil public pour les faire respecter. Ce qui est encore mieux, parce qu'on peut avoir des valeurs et techniquement, aucun moyen de les faire appliquer, on ne va pas loin. La nouveauté de la situation créée par la globalisation, c'est qu'en tendance, il n'y a plus qu'un référentiel de valeurs. Nous avons tous les mêmes. Donc de ce point de vue-là, on peut, en un sens, il y avait quelque chose de nostalgique dans la question de monsieur. C'est la République, la patrie des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les Français qui ont eu simplement une initiative historique en la matière. Mais ce qui reste pour chacune des nations, et là je rejoins Madame, c'est l'exemplarité dans la manière de les concrétiser. Et de ce point de vue-là, il y a, on peut dire, un espace concurrentiel de par le monde dans la manière à laquelle est la bonne interprétation de ces valeurs communes que tout le monde admet, même du bout des lèvres, mais au moins, c'est déjà intéressant que les gens soient obligés de reconnaître du bout des lèvres ces valeurs, parce que ça ouvre une petite porte. Il y a des manières de les comprendre, et il y a surtout des manières de les concrétiser. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il y ait de pays porteurs de valeurs spécifiques, mais il y a des pays porteurs d'expériences politiques tout à fait originales en matière d'avancée dans la concrétisation de ces valeurs, certainement. Merci beaucoup. Merci. Vous avez la parole. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non. Là-bas, en haut, allez-y. Est-ce qu'il y a des micros qui... Voilà. Monsieur tout en haut.
Thank you very much. Philip Blond from Res Publica in London. I was quite perplexed by the opening statements because I thought they could have been said at almost any point over the last 30 years. You're all Whigs, you're all progressivists, you all think things we just need to reassert the same old nostrums. I'm afraid reality is quite different. The future isn't transnational entities that solve problems that nations can't solve. Transnational entities are failing, and are failing dramatically. What we're seeing is a retreat in today's world to the nation state, because the nation state might protect people, whereas transnational institutions are not protecting people. The reason why you'll be pleased to know I voted Remain. I'm a conservative supporter of Europe, so I'm a rare and valuable thing in England. But let us not be foolish. The reason why working class people voted to leave is globalization has destroyed the working class in the Western world. The European Union is identified by the British working class and by older people and people living outside London as the carrier of globalization. So, of course, people are going to retreat to city-states, actually. City-states aren't in the past, they're in the future. And the really frightening thing is, and I come from one of the most successful empire nations, we've always been multi-ethnic. What's happening is that even Britain is breaking down into ethnic cantons. So unfortunately, the future is the ethnic state, if you look at it. Let's engage with reality. Ok, merci. Voilà, donc nous voilà plongés au cœur du débat de l'actualité. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi pendant ces 2 jours et demi, pour éclairer ce débat, essayer de le comprendre et d'y apporter des réponses. Est-ce que ça vous inspire des réactions aux uns ou aux autres, cette interpellation sur le débat britannique et le... Jean ? Oui, ça m'inspire des réactions. Pour moi, c'est un processus qui est d'abord un processus de self-destruction. Il faut se rappeler qui a insisté pour qu'il n'y ait pas de temps d'adaptation, de délai pour la mobilité du travail en Europe. C'est le gouvernement britannique. C'est le gouvernement britannique, ce n'est pas quelque chose qui lui a été imposé. Un certain nombre d'autres pays ont choisi des périodes de transition plus longues. Le gouvernement britannique a décidé d'ouvrir les frontières en grand, et je me rappelle encore les arguments qui étaient employés à l'époque. Nous allons prendre tous les plus qualifiés des travailleurs polonais d'Europe centrale et orientale, nous allons les faire venir, et quand vous ouvrirez vos frontières, il ne vous restera plus que les gens sans qualification. C'était un choix national. Et ce choix national, il n'a pas été accompagné des politiques qui auraient permis d'éviter que les écoles soient submergées par l'arrivée de nouveaux enfants, que le prix du logement augmente, que le système de santé ait des difficultés avec l'augmentation de la population. C'était des responsabilités nationales. Alors que M. Farage ait fait sa fortune politique en faisant la connexion entre ce sujet et l'Union européenne, c'est tout à l'honneur de son habileté. Mais ça ne doit pas nous empêcher de regarder la réalité. Mamfela Ramfele. I don't want to comment on the Brexit story. I think my colleague has done a good job of it. I just want to clarify that when I talk about the nation state being in the past, I mean the 20th century or the ancient nation state, which the 20th century nation states have copied. That the city-states with high walls, with the notion of insiders versus outsiders. That's what is dead. What is in the future is a rethinking of our nations and our cities in a world where there are no borders anymore, whether you're looking at Ebola or tax money or whatever. But we need to find a way, by having reasoned discussions, of what works in what context and how to ensure
greater inclusivity. That's the burden of my argument. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, monsieur, par là-bas. Bonjour, Rubens Fadj pour Jamais sans elle. Est-ce que, pour rebondir sur la question précédente, enfin la première question, est-ce que le fait de considérer qu'il n'y a pas de valeurs différentes, mais simplement différentes façons d'implémenter des valeurs, ça ne fait pas courir le risque un risque de cécité sur la complexité du monde et un risque de finalement arriver exactement à ce que l'on cherche à éviter, c'est-à-dire reprendre la réalité en pleine figure? Marcel Gauchet, peut-être? Non, je ne crois pas. Mais pour bien vous répondre, il faudrait se mettre au clair sur ce que sont les fameuses valeurs, notion dangereusement élastique à l'intérieur de laquelle on peut faire rentrer beaucoup de choses. Dans les valeurs, par exemple, pour répondre très directement à votre question, qui me semble constitutive de la modernité, il y en a une tout à fait cruciale, qui n'est pas une valeur strictement politique, mais qui a une portée civique immense, qui est le principe qu'on pourrait dire d'objectivité, donc de vérité, celui que porte la science, qui est une composante de la modernité. Et par rapport à cette exigence-là, qui est une de nos valeurs fondamentales, nous avons par exemple une arme extraordinaire par rapport à la démagogie des valeurs, qui est un des éléments constants que nous pouvons observer comme dérive démocratique. Nous pouvons opposer justement la vérité des faits, qui est elle aussi une valeur et qui devrait constituer le moyen de nous prémunir contre ces retours de la complexité du monde dans la figure, qui n'est que le fruit de l'oubli de cette autre valeur fondamentale que nous devrions certainement davantage cultiver dans nos espaces civiques. Jean, oui, merci beaucoup. Je n'étais pas intervenu tout à l'heure sur ce sujet, mais puisque vous le relancez, je voudrais intervenir. Moi, je ne suis pas aussi certain que nous soyons dans un processus de convergence des valeurs. Il me semble qu'on voit entre des grands ensembles continentaux, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense au monde musulman, on a tout de même l'affirmation de différences assez sensibles, par exemple dans les relations entre l'individu et la collectivité, entre la norme sociale et la liberté du choix individuel, ou même, si on pense entre l'Europe et les États-Unis, entre la protection, les protections collectives et l'autonomie des personnes. Donc il me semble que l'idée qu'on est dans un processus de convergence, c'est une idée qui a certainement marqué toute la période qui nous sépare de la Deuxième Guerre mondiale, mais pour l'avenir, je suis un peu moins certain. Voilà, là est le débat, effectivement. Nous approchons de la fin. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ça sera la dernière, tout en haut à gauche, enfin à gauche pour moi. Bonjour, merci de cette réunion. Puisqu'on est en session inaugurale, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir un peu aux mots qui sont écrits dans le titre? Qu'est-ce qu'un pays dans le monde d'aujourd'hui? Alors, on a beau être dans le cercle des économistes, j'ai l'impression que le terme État-nation est très réducteur. Pour blaguer, je dirais, il se passe en ce moment des événements qui font appel à des rencontres entre des pays. Bon, le foot. Mais le pays, ça peut recouvrir aussi des espaces beaucoup plus petits. En France, on a l'exemple, par exemple, on a appelé des régions les pays de la Loire. Est-ce qu'un pays
puisqu'encore une fois on est en session inaugurale, c'est pas beaucoup plus large et beaucoup plus porteur qu'une réduction État-nation. Je ne me sens pas État-nation français, je me sens de mon pays français. Merci. C'est une question sur la France plus particulièrement. Je crois que... Ah mais oui, les Français ont en effet une richesse très grande de détermination géographique. Et le pays, dans la tradition française, c'est le petit pays, qui correspond à quelque chose de très bien identifiable. Alors, en effet, une des évolutions très significatives du monde où nous sommes et qui n'a rien de français, qui concerne absolument la planète, c'est l'affirmation polycentrique des appartenances d'échelles très différentes. Quand on raisonne à l'échelle globale, on est obligé évidemment de se rabattre sur le découpage politique qui est assuré par les États-nations. Et puis à l'intérieur de ces États-nations, il y a des sociétés où le degré d'enracinement local de la vie collective est très différencié. La France est un pays relativement exceptionnellement centralisé, tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'États fédéraux, c'est encore une autre dimension. Et il y a, au-delà de ces appartenances administratives ou politiques, des appartenances sociales, la province, le pays, la commune, qui peuvent avoir leur grande vitalité selon les traditions. Et une grande vitalité dans le monde d'aujourd'hui, c'est sûr, du point de vue de ce phénomène. Je crois que le mot n'a même pas été prononcé, mais il est très important, du point de vue des phénomènes identitaires. Les identités sont souvent des identités contestataires par rapport à une appartenance de rang plus élevé dont elles veulent se réapproprier la base. Cela dit, l'une des questions qui nous est posée, c'est précisément comment traite-t-on l'ensemble de ces échelles du social vécu au politique, à l'échelle, que ce soit dans le cadre des nations ou d'ensemble beaucoup plus vaste, comme l'Union européenne, dont c'est une des questions depuis le départ, d'ailleurs, qui continue de faire trouble à l'intérieur même des institutions. Donc là, c'est une autre dimension encore du problème qui est certainement très importante à considérer. Mais nous avons 7 minutes pour... Voilà, non, nous avons 2 jours et demi. Nous avons parlé... Oui, allez-y, Madame Chamaoui. Je vais dire un petit peu le monde aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans un monde ouvert aujourd'hui, et où il y a le respect des libertés, où il y a cette ouverture pour se déplacer, écouter, apprendre. Mais ce qui est différent aujourd'hui, cette ouverture, elle est au niveau des frontières, mais elle est fermée dans les esprits des uns et des autres, parce qu'on a beaucoup de stéréotypes, on a beaucoup de préjugés, et on n'essaye pas de comprendre les uns et les autres. Aujourd'hui, pour qu'il y ait un pays, il faut que ce pays-là soit ouvert. Il faut que les gens sachent que tout le monde, là où ils sont, ils ont certains acquis, ils ont certains droits, et puis il faut qu'on s'attache à ces valeurs de liberté, de démocratie, de justice, pour que chacun d'entre nous sente qu'il sert à quelque chose, qu'il est utile à quelque chose. Merci. Voilà, nous avons parlé petit pays, mondialisation, souveraineté, nationalisme. Nous avons même parlé de l'héritage du colonialisme. Je crois que maintenant, le débat est vraiment ouvert. Merci beaucoup.